Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Si aujourd'hui nous n'écartons pas la thèse accidentelle, au regard du temps écoulé depuis la disparition de la jeune Maëlys et au regard des moyens malheureusement vainement déployés pour la retrouver, la piste criminelle à ce stade n'est plus écartée. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, premier épisode de notre podcast en 4 parties consacré à Nordal-Lelandais. Une fête de mariage qui sombre dans le cauchemar, une fillette qui disparaît, et au fil de l'enquête apparaît un suspect au profil glaçant. Samedi 26 août 2017. Environ 200 personnes sont réunies dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, une petite commune de l'Isère comptant 2000 habitants et située à 30 km à l'ouest de Chambéry. Quelques heures plus tôt, Eddie et Anne-Laure, 35 et 34 ans, se sont dit oui, devant leur famille et leurs amis, venus de toute la France pour assister à ce mariage. Après la cérémonie, les 300 invités sont conviés à un vin d'honneur, puis environ 180 d'entre eux restent pour le dîner et la soirée. À 1h30 du matin, la baby-sitter est remerciée et quitte la salle des fêtes. Les enfants sont alors sous la responsabilité des parents et passent encore une bonne heure à jouer au milieu des adultes. À 2h46 et 53 secondes précisément, le DJ lance la chanson Cotton Eye Joe. Jennifer s'attend à voir débarquer en trombe Maëlys, sa petite fille de 8 ans, sur la piste de danse. Mais ce n'est pas le cas. La maman est très surprise, car elle sait que sa fille adore cette chanson. Elle se met à la chercher. Quelques minutes plus tard, vers 3h du matin, le DJ coupe la musique et attrape le micro pour passer une annonce. Maëlys est introuvable. Tous les convives se mobilisent. Pendant les premières dizaines de minutes, ils sont persuadés qu'ils vont la retrouver endormie sous une table. Ils fouillent chaque recoin de la salle des fêtes, puis l'extérieur. Mais la fillette n'est plus là. Maëlys de Harojo est arrivée à Pont-de-Beauvoisin le matin même avec ses parents et sa grande sœur, Colline, qui a 12 ans. Sa mère, Jennifer, est infirmière à l'hôpital de Pontarlier. Son père, Joachim, est plombier. Ils habitent depuis 2 ans dans le Jura, à Mignot-Villars, une ville de moins de 1000 habitants à quelques kilomètres de la frontière suisse. Maëlys est décrite comme une petite fille joyeuse, dynamique et assez prudente. Elle a de longs cheveux châtains, la peau mate, les yeux marrons et un regard malicieux. Ce samedi 26 août, la petite fille est surexcitée d'assister à un mariage, celui d'un cousin de sa mère. Elle a demandé à sa maman de la coiffer et s'est habillée avec beaucoup de soin. Elle porte une robe blanche, des sandales blanches et a des fleurs dans les cheveux. La famille vient de passer de belles vacances au Portugal, pays d'origine du père. Joachim, Jennifer, Colline et Maëlys arrivent bronzés, reposés, heureux de passer ce moment en famille. Vers 4h du matin, après 1 heure de recherche de la petite fille dans la salle des fêtes et aux alentours, les gendarmes sont alertés. Ils arrivent sur place et fouillent tous les véhicules garés devant la salle des fêtes. Ils prennent également les coordonnées de toutes les personnes encore présentes. Ils ratissent le secteur, organisent des battues et ne trouvent rien non plus. Le dimanche 27 août, moins de 24 heures après la disparition de la petite fille, un appel à témoins est lancé et une photo de Maëlys, prise le jour du mariage, diffusée. Toute personne susceptible d'avoir des éléments pour aider l'enquête est invitée à contacter la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. Damien, les gendarmes reconstituent les derniers moments de cette soirée. Notamment grâce à l'horodatage de la playlist du DJ, ils arrivent à savoir qui a vu Maëlys et à peu près quand. À 2h40 environ, ses grands-parents, qui sont supposés la ramener, lui proposent de rentrer avec eux. Mais comme elle s'amuse, elle a envie de rester un peu plus longtemps et finalement, il quitte la salle des fêtes sans Maëlys. Il est décidé qu'elle rentrera avec ses parents. À 2h45 précisément, un dernier couple lui dit au revoir, se souvient de lui avoir dit au revoir. Elle est à ce moment-là en train de remettre ses sandales qu'elle avait enlevées. Et c'est ensuite que plus personne ne la voit. D'importants moyens de recherche sont déployés.
Oui, assez vite, toute la journée de dimanche, c'est une centaine de gendarmes qui est mobilisée, 6 maîtres chiens appuyés par un hélicoptère. Tout ce dispositif a pour mission de ratisser les environs de la salle des fêtes, la forêt. Ils vont également fouiller les maisons qui sont proches du lieu de la disparition. Il y a même des plongeurs qui vont être mobilisés pour sonder le Gers, qui est la rivière toute proche de la salle des fêtes. Il y a même une équipe de spéléologues qui va explorer certaines cavités, tout ça sans aucun résultat. Qui est saisi pour cette enquête ? Alors dans un premier temps, c'est la gendarmerie locale de Pont-de-Beauvoisin, mais on l'a vu, il y a des renforts qui viennent un petit peu de tout le département, même de la région. Il y a un dispositif très important qui est mobilisé rapidement. Quelles sont les hypothèses sur la table ? La première des hypothèses, elle est plutôt celle d'un accident. Penser que Maëlys a pu quitter la salle des fêtes, se perdre, peut-être avoir un accident, fait une chute. On l'a dit, il y a une rivière pas très très loin. Mais après 24 heures de recherche assez fouillées, assez précises, avec, on l'a dit, beaucoup de moyens qui sont déployés, les gendarmes estiment que c'est peut-être plus forcément accidentel. En tout cas, c'est peut-être plus forcément cette piste-là qui est la piste prioritaire et privilégiée. Sinon, ils pensent qu'ils auraient retrouvé ou Maëlys vivante, ou Maëlys blessée, ou même Maëlys morte, mais en tout cas, ils auraient retrouvé quelque chose. Les gendarmes ne pensent pas non plus à une fugue, à un départ volontaire. Ils se renseignent sur Maëlys, sur le contexte familial, mais la maman et le papa de Maëlys, ils s'entendent bien. Maëlys n'a pas du tout le profil d'une petite fille qui a décidé de partir comme ça toute seule. Il n'y a pas de conflits familiaux, il n'y a pas eu de dispute, donc l'hypothèse de la fugue, elle est assez rapidement écartée. Donc avec tous ces éléments et après 24 heures de recherche infructueuse, les gendarmes penchent plutôt pour la thèse de l'enlèvement. Oui, c'est cette thèse qui prend du poids après ces 24 premières heures. Il y a surtout un élément en particulier qui les laisse penser que ce qui est arrivé à Maëlys peut être éventuellement criminel. Les gendarmes, ils ont mobilisé une équipe cynophile, c'est-à-dire des chiens qui sont spécifiquement formés pour aider dans les enquêtes de criminels, les enquêtes de disparition, et dont l'odorat leur permet de suivre un certain nombre de pistes. Et lorsque ces chiens ont été mobilisés, ont été utilisés dans la disparition de Maëlys et autour de la salle des fêtes, ils ont senti une trace, mais elle s'est arrêtée au niveau du parking. Un peu comme si, en fait, l'enfant avait été embarqué dans un véhicule sur ce parking. C'est-à-dire qu'on la suit de la salle des fêtes au parking, et à partir du parking, plus rien. Donc pour eux, ça veut dire une chose très simple, elle a forcément quitté les lieux dans une voiture. En France, un mot des recherches qui continue autour de Pont-de-Beauvoisin en Isère. C'est là que cette fillette de 9 ans a disparu lors d'un mariage dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête pour enlèvement a été ouverte, mais toutes les hypothèses sont examinées par les policiers. Aucune trace de la petite Maëlys pour l'instant. Dans quelle voiture la petite fille a-t-elle pu monter ? Quelqu'un aurait-il pu l'enlever ? Un des invités, par exemple ? Et est-ce que l'alcool a joué un rôle dans tout ça ? Les gendarmes commencent à entendre un à un tous les participants au dîner du mariage, soit environ 200 personnes. Ils vérifient aussi s'il n'y a pas, dans le secteur, des hommes inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. C'est le cas d'un habitant de la commune. Et pour les gendarmes, c'est un premier profil sérieux. Mais l'homme est rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs vérifient les casiers judiciaires des convives, afin de savoir si certains ont déjà été dans le collimateur de la justice. Ils saisissent et visionnent tous les films et toutes les photos prises pendant la cérémonie et la soirée du mariage, espérant y déceler un indice. Mais ils ne notent pas de comportement suspect de la part de qui que ce soit. Ils apprennent en revanche que le même soir, une soirée a eu lieu dans la salle paroissiale de Pont-de-Beauvoisin, à 350 mètres de la salle des fêtes, et une troisième dans un bar distant de 500 mètres du lieu où a disparu Maëlys. Le nombre de témoins à entendre monte à 250. Et les gendarmes locaux, épaulés par ceux de la section de recherche de Grenoble, ont du mal à identifier et contacter tout le monde. À Pont-de-Beauvoisin, toute la population se mobilise pour venir en aide aux parents. Les commerçants placardent sur les vitrines des appels à témoins avec les photos de la fillette. Le maire, Michel Serrano, se dit abasourdi. « Un enfant, ça ne se vole pas », clame-t-il. Le mardi 29 août, 3 jours après la disparition de la petite fille, le gardien de la salle des fêtes reçoit la visite des gendarmes. Sa maison, un chalet en bois, se trouve juste à l'entrée du lieu où a disparu Maëlys, et juste avant le parking où le chien a perdu sa trace.
Les enquêteurs inspectent sa maison et 2 spécialistes de la police technique et scientifique venus de Lyon y effectuent de nombreux prélèvements. Sa voiture notamment, une Citroën C3 blanche, est saisie. L'objectif est de vérifier si Maëlys est montée dedans. Le véhicule est amené jusque dans l'enceinte de la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. Damien, des analyses sont donc effectuées à la gendarmerie pour tenter de retrouver l'ADN de la petite fille dans cette voiture. Oui, et en parallèle, le gardien est évidemment entendu, auditionné. Alors, il n'est pas interpellé, il n'est pas placé en garde à vue, mais il est interrogé en tant que témoin, un témoin important. Lui, il va expliquer aux gendarmes que dans la nuit de samedi à dimanche, donc la nuit de la disparition de Maëlys, il dormait à l'heure supposée de la disparition de la petite fille et qu'on est d'ailleurs venu le réveiller pour l'informer de ce qui se passait. Tout ça est vérifié par les gendarmes qui effectivement se rendent compte que le gardien dit la vérité, il dormait et de plus on ne va pas trouver de traces du passage de Maëlys ni dans sa voiture ni à son domicile, il est donc mis hors de cause. Le jeudi 31 août, 5 jours après la disparition de Maëlys, un homme est interpellé en fin de matinée. Oui, un homme âgé de 34 ans, il est arrêté dans le village savoyard voisin de Domessin, à 4 km de Pont-de-Beauvoisin. Alors, Pont-de-Beauvoisin, ça se situe à la limite de l'Isère et de la Savoie, donc c'est vraiment le village frontière. Cet homme de 34 ans, il était présent au mariage et surtout dans le créneau horaire qui correspond à la disparition de Maëlys. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme ? À ce stade-là, pas grand-chose. On l'a dit, il est âgé de 34 ans, il a été invité sur le tard à la cérémonie. Ça, les gendarmes l'apprennent assez rapidement. C'est pas vraiment un proche des mariés, mais c'est une connaissance du marié. Il est sans emploi, il vit au domicile de ses parents dans un lotissement qui se situe en bord de route et plutôt en pleine campagne. Pourquoi est-ce que les gendarmes soupçonnent cet homme d'être lié à la disparition de la petite fille ? En fait, cet homme, il a déjà été entendu en tout début de semaine par les gendarmes, quand les gendarmes ont en fait essayé d'entendre tous les participants à la fête et à la cérémonie. En épluchant sa déposition à lui, il découvre un certain nombre d'incohérences, d'inexactitudes, notamment sur ses déclarations par rapport à ce qu'ont dit d'autres invités de la soirée. Et entre autres choses, ce qui les intéresse, ce qui les titille un peu, c'est qu'il dit qu'il est arrivé assez tard à la soirée au moment du dessert et qu'ensuite, il n'a plus bougé, qu'il n'a pas quitté la soirée. Simplement, d'autres personnes qui ont été entendues par les gendarmes ne disent pas du tout la même chose. Selon eux, il serait parti, puis revenu. Vous venez d'écouter le premier épisode sur 4 de Crime Story, consacré à Nordal Lelandais. Suite de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.